Bonjour. Bonjour à tous, donc Sébastien Descubert, directeur exécutif adjoint de la société Nutri7. Donc j'interviens ce matin sur la thématique de l'hyperagilité industrielle de toute la chaîne de valeur au service de notre mandat, qui est un mandat humanitaire chaotique. Donc je vais axer la présentation déjà pour vous présenter la société Nutri7, mais surtout sur deux points principaux. C'est, j'ai envie de dire, notre nouveau monde et comment on arrive à honorer notre mandat chaotique humanitaire dans ce monde qui évolue en permanence. Et le deuxième point, sur la décarbonisation de notre chaîne de valeur. Alors la société Nutri7, c'est une ETI familiale normande qui a été créée en 86, qui a pour mandat originel depuis le début de lutter contre la malnutrition. Quand on parle de malnutrition, en fait, on peut parler d'un double paradoxe. À la fois, on parle de sous-nutrition qui engendre de l'émaciation, des retards de croissance ou des déficiences, notamment en micronutriments. Cette sous-nutrition, ça concerne plus de 17 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde, c'est-à-dire plus de 25% des enfants, puisqu'on va le voir, là c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour, c'est des chiffres de 2021, mais malheureusement la situation s'est aggravée malgré les efforts de tous les fabricants. Et c'est plus de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de retard de croissance. Donc ça c'est le premier fardeau, on va dire, de la malnutrition, donc de la sous-nutrition. Et pour autant, il y a ce qu'on appelle le double fardeau, donc un paradoxe, parce qu'on parle aussi de malnutrition quand on parle de surnutrition. Et là, c'est plus d'un tiers des personnes aujourd'hui dans le monde qui souffrent d'obésité et de surpoids. Mais ça concerne également des enfants de moins de 5 ans, de plus de 40 millions. Alors bien évidemment, quand on voit ces deux fléaux, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes pays, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on parle de sous-nutrition, notre mandat originel, c'est surtout les populations des pays vulnérables, donc plutôt les pays du Sud, en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre mandat est malheureusement capé par les fonds disponibles. On est à peu près 30 fabricants maintenant au monde, dont 11 dans le groupe Nutri7 que je vais présenter tout à l'heure. Et à nous tous, on fournit de plus en plus, à l'image de Nutri7 l'année dernière, pour son site principal en France, à Maloney, à côté de Rouen, on a fait 35% de volume en plus l'année dernière. On avoisine les 70 000 tonnes. Mais tout en fournissant de plus en plus, malheureusement, on n'arrive pas à honorer plus de 25% des besoins de sous-nutrition, de malnutrition qui sont connus. Malheureusement, on n'arrive pas à couvrir plus puisqu'on est capé par des fonds, notamment des fonds gouvernementaux qui se transforment en appel d'offres ensuite par nos clients. Je parlais de malnutrition connue, parce qu'en fait, malheureusement, il y a une grosse partie de la malnutrition dans le monde qui n'est pas reconnue, et notamment, je parle de l'Asie, de l'Inde, qui est maintenant le premier pays au monde le plus peuplé, qui a encore plus de malnutrition qu'en Afrique, mais malheureusement, elle n'est pas reconnue, donc elle n'est pas adressée aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement, on couvre qu'une faible partie des besoins dans le monde. Alors pourquoi ça s'accélère? On parle de plusieurs facteurs. Malheureusement, cette crise et la malnutrition augmentent, notamment liés à des conflits. Vous allez le voir, le groupe est présent dans les pays les plus conflictueux, on va dire, les plus à risque, les plus instables, à l'image du Soudan, le Yémen, etc. Donc c'est des pays où il y a de plus en plus de conflits, et malheureusement, ces conflits aggravent la situation. Le changement climatique également aggrave la situation. Tout à l'heure, j'interviendrai sur un de nos enjeux qui est décarboner notre activité, décarboner pour l'environnement, mais également puisque, comme le changement climatique aggrave la situation, notre mandat étant de couvrir de plus en plus de bénéficiaires, l'idée c'est aussi de travailler sur ce changement, enfin contribuer en tout cas à la réduction du changement climatique et à l'environnement pour réduire les besoins ou du moins la progression de la malnutrition. Mais également des crises économiques qui aggravent la situation, et puis des crises comme le Covid par exemple, qui a aggravé les choses dans ces pays. Donc tous ces facteurs ne font qu'augmenter les besoins en malnutrition, bien que, encore une fois, on fournit de plus en plus tous les ans. Alors, notre mission, le groupe Nutri7, c'est ma nutrition, ma santé. Et l'idée, c'est de s'adosser en fait, de notre expertise nutritionnelle depuis 86
pour adresser des solutions à différents problèmes nutritionnels. Donc on l'a matérialisé en 3 axes. Le premier, bien évidemment, c'est de prendre en charge la malnutrition et la sous-nutrition. C'est notre mandat originel depuis 1986, notamment pour les pays vulnérables du Sud, donc qui souffrent de malnutrition et de sous-nutrition. Mais également, on a diversifié notre offre progressivement pour adresser des solutions nutritionnelles pour d'autres pathologies. Par exemple, pour des pathologies comme la malaria, la tuberculose, le sida. Donc on a également développé des solutions nutritionnelles pour les patients malades entre guillemets, de ces pathologies. Et on a également développé des solutions nutritionnelles pour mieux vivre au quotidien. Et là, on a regardé notamment tout au long du cycle de vie de l'homme, entre guillemets, avec un grand H. Et on a adressé dernièrement des solutions pour les diabétiques, mais également pour les seniors, parce que la malnutrition senior est également une réalité dans les EHPAD, dans les CHU, etc. Donc on a développé un produit qui s'appelle Appétit Mix, qui a révolutionné la partie malnutrition des seniors, notamment. C'est un complément en fait qu'on met dans les cuisines, dans les EHPAD, sans dégrader ou sans impacter, on va dire, le goût de l'alimentation des seniors, parce que les seniors, ils ont leurs petites habitudes, donc si on change quelque chose, bah, ils ont du mal à continuer finalement à se nourrir, mais en apportant beaucoup de compléments nutritionnels nécessaires pour eux. Donc on a développé cette solution et on a réussi à atteindre notre objectif qui était d'apporter une solution moins coûteuse que ce qui existe aujourd'hui, mais avec un résultat nutritionnel beaucoup plus important. Donc voilà sur quoi on travaille pour adresser des solutions sur tout le cycle de vie de l'homme, entre guillemets. Donc là, vous avez un échantillon de nos produits. Vous avez notamment les produits de gauche, donc plutôt adressés pour la malnutrition, donc la sous-nutrition des enfants. Alors tout ce qui est Plum Peanut, notamment en rouge, c'est la malnutrition la plus aiguë sévère, le stade le plus avancé des enfants. Et comment on le mesure? En fait, on a également développé dans les centres de santé en Afrique toute une éducation, tout un système, notamment qui s'adosse de ce qu'on appelle des bracelets MUAC. Les bracelets MUAC, en fait, c'est pour mesurer le diamètre du bras de l'enfant. Et en fonction de la couleur du bracelet, on sait à quel stade il est, quelle solution on doit lui adresser avec la charte couleur, rouge, orange, jaune. Et on sait quelle dose on doit lui donner journalièrement. Donc derrière les produits, on a tout développé également, tout un système, on va dire, de centres de santé, d'éducation, pour pouvoir adresser les solutions aux enfants, notamment en Afrique. Donc le rouge, c'est le stade le plus avancé, l'orange, c'est un peu moins avancé, le jaune, on est encore moins avancé. Notre mandat, c'est d'être de plus en plus dans le préventif, et donc on adresse également des solutions pour les jeunes femmes en âge de procréer, adolescentes, ou les femmes enceintes et allaitantes. Parce que la malnutrition de l'enfant, en fait, j'ai envie de dire, elle démarre dès la conception. La grossesse jusqu'à les 24 mois de l'enfant. Donc on a adressé différentes solutions pour pouvoir traiter la malnutrition. Et notre enjeu à nous, c'est de supprimer la malnutrition dans le monde et de remonter le plus en amont possible. Quand malheureusement, comme l'année dernière, on doit fournir beaucoup de produits Plum Peanut rouges, bah, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire que ça s'est dégradé et que c'est des stades très avancés. Alors comment ça se répartit? En gros, on a 2 principaux clients, les Nations Unies. On a le Programme alimentaire mondial qui est notre premier client, qui adresse les solutions de produits Plum Pea Sup orange et Plum Pea Dose en jaune. Et on a l'UNICEF qui est notre deuxième client principal, qui lui lance des appels d'offres et délivre les produits Plum Peanut rouges. Ils se sont répartis les produits comme ça, entre eux, mais on travaille également pour des ONG comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Action contre la faim, etc. Et de plus en plus, notre mandat, c'est d'aller chercher des fonds en direct, pour ne pas dépendre que des fonds gouvernementaux qui se traduisent dans des appels d'offres aux Nations Unies ou aux ONG, d'aller chercher nous-mêmes des fonds directement auprès des gouvernements, etc., pour pouvoir délivrer les produits. On a également donc, des produits de fortification nutritionnelle comme Cubimix et comme Appétit Mix, je vous en ai parlé. Appétit Mix, c'est le produit qu'on a développé pour la malnutrition des seniors. Alors, quand on parle du groupe Nutricet, donc on est un groupe avec une holding, différentes implantations. Sa première usine donc, historique, c'est la France, donc c'est basé à Maloney à côté de Rouen.
L'histoire de Nutri7, à la base, c'est avant tout de la recherche du développement, de 86 à 2000. On a acheté un atelier de chaudronnerie en 2000 à côté de Maloney, qu'on a transformé en usine progressivement depuis 2000. Donc l'histoire industrielle finalement de production du groupe a démarré en 2000. Puis après, on a développé un réseau qui s'appelle Plumpy Field, puisque Michel Lescan, donc le président fondateur du groupe, s'est dit ok, c'est bien, on a notre usine, on développe nos produits, etc. en France, mais finalement les besoins sont en dehors de la France et les besoins de malnutrition. Donc comment développer un réseau? C'est un réseau de franchisés industriels pour produire au plus proche des besoins et amener du manufacturing as a service, un full package au plus proche des besoins dans les pays. Donc aujourd'hui, on approche les pays qui souffrent de malnutrition et on vient avec une solution full service, full package. On vient avec le process, les bâtiments, les compétences, les audits pour certifier, parce qu'on est sur des audits de qualité très exigeants, très proches de référentiels comme la pharma, cosméto, même si on est producteur agroalimentaire, puisque la moindre déviation, vu la population à qui on adresse ces produits, elle peut être fatale, puisqu'ils sont déjà eux-mêmes très affaiblis. Donc on vient avec un full package pour une réponse de lutte contre la malnutrition dans le pays. Donc vous le voyez, on est très implanté en Afrique, notamment au Nigeria, au Soudan, Darfour, en Éthiopie, Madagascar, Guinée, Burkina Faso, Niger, mais également aux États-Unis, Haïti. Alors pourquoi États-Unis, Haïti? Parce que c'est pour bénéficier des fonds USAID. Il faut être implanté, produire et sourcer en Amérique pour pouvoir bénéficier des fonds USAID pour après délivrer des produits. Et on est également présent en Inde, bien que la malnutrition n'est pas reconnue. On a une usine en Inde pour quelques besoins, on va dire, intimistes locaux, mais également pour exporter. Donc on a 3 usines internationales qui exportent, la France, les États-Unis, l'Inde, et le reste, c'est des usines locales qui ont vocation d'adresser une solution locale. Alors ce réseau-là, qui a été créé Plumpy Field, c'est déjà innovant. En fait, l'innovation, elle a toujours été présente dans l'entreprise, de par les produits, puisque c'est Nutri7 qui a créé ses produits de toutes pièces depuis le début, qui a créé tout cet écosystème, qui est devenu la référence au codex et pour nos clients en termes de spécification, mais innovant également en termes de réseau, parce que c'est un réseau de franchise industrielle avec différentes gouvernances et différents modèles économiques. C'est un réseau avec des filiales à 100%, la France, le Nigeria, la Guinée, des JV, Joint Venture, ou des franchises industrielles. Donc il y a différentes gouvernances, différents modèles économiques. Et en fait, ce réseau, il a un objectif, c'est lutter contre la malnutrition tous ensemble. Par contre, on répond tous aux mêmes appels d'offres, des mêmes clients, en concurrence. Et pour autant, on développe notre concurrence interne, entre guillemets. Parce qu'on a tous vocation à lutter contre la malnutrition, on les développe en process, compétences, qualité, etc. Mais il n'y a pas d'entente commerciale. Donc on n'est pas un groupe comme tous les autres groupes qui pourraient être filialisés à 100%, où il y a une entente commerciale, supply chain générale, etc. On est tous autonomes pour répondre à des appels d'offres individuellement, mais avec un seul mandat commun. Ce réseau, c'est maintenant pas loin de 1500 emplois directs. C'est plus de 10 millions d'enfants pris en charge par an. Et on va le voir tout à l'heure, c'est plus de 70% des matières premières qui sont sourcées régionalement. Donc quand on implante une production, c'est tout un écosystème qui se crée, avec les emplois directs, indirects, des filières agricoles qu'on développe pour sourcer localement nos matières autant qu'on peut. S'il y avait un chiffre à retenir, depuis 2005, c'est plus de 110 millions d'enfants qui ont été pris en charge par le groupe. On avoisine maintenant entre 130 et 150 millions, c'est un chiffre d'il y a 2 ou 3 ans, qu'ils ont été pris en charge. Sur l'usine de Rouen, donc en Normandie, c'est 90 000 tonnes de CAPA, 70 000 tonnes de production l'année dernière, avec une grosse partie de l'année en 7 sur 7, 24-24. C'est plus de 200 collaborateurs. Et c'est l'usine vitrine du groupe. C'est la plus grosse usine. À elle seule, en fait, l'usine normande, elle fait autant que l'ensemble du réseau, que les 10 autres producteurs du réseau. Elle a été labellisée Industrie du futur en 2019 pour différentes raisons, notamment en termes de technologie, en termes d'excellence, en termes de procédés, en termes d'organisation, en termes d'agilité, et on va le voir après. Et c'est l'usine sur laquelle on teste tout pour après déployer dans le groupe, et voire même ce qu'on teste, ça devient la référence de notre écosystème vis-à-vis de nos clients, qui après l'imposent même à notre concurrence
en termes de technologie, innovation, etc. Donc, comment répondre à ce mandat dans un monde aujourd'hui qui évolue énormément? Aujourd'hui, en fait, on est en risque management permanent. On est en maintien, continuité de l'activité permanent. On a vu les choses s'accélérer très fortement depuis mars 2020, depuis maintenant bientôt 4 ans, avec l'accumulation des crises. Covid, Ukraine, inflation, rupture des appros, du moins de la logistique, cyberattaque. Aujourd'hui, on parle de blocage avec la mer Rouge. C'est notre quotidien. Nous, on a fait le constat que ça ne sert à rien de lutter contre. C'est fini d'imaginer qu'on est en maîtrise totale. Par contre, on est dans une démarche finalement d'anticipation permanente et de se tenir prêt à tous les scénarios possibles. Donc il faut accepter finalement qu'on n'est qu'en maîtrise partielle de ce monde, de ce qui se passe. Mais par contre, il faut anticiper tout ça. On a eu plusieurs expériences depuis 2020. Tout ce que je vous ai cité là, en fait, on l'a connu. On a une volatilité des matières premières qui est énorme. On a eu des problèmes d'approvisionnement. Il a fallu diversifier les sourcings. Les matières premières, chez nous, c'est 85% à peu près du coût. Hein. C'est un gros poste. On est monté jusqu'à 55% d'inflation. Notre objectif à nous, c'est de baisser les prix tous les ans pour servir plus. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe entre cette réalité et notre objectif. Donc il a fallu trouver des leviers pour pouvoir l'atteindre. On a des ruptures de flux. On a importé par exemple du sucre d'Algérie. Du jour au lendemain, l'Algérie a stoppé toute exportation de sucre. Comment on fait pour pouvoir produire alors que tous nos contrats étaient là-bas? Comment maintenir une activité? On a notre hébergeur qui a été cyberattaqué. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir une activité pendant et comment on fait pour redémarrer le plus vite possible? Donc ça, c'est notre nouveau monde. Donc dans notre culture, en fait, on va dire, Nutriset a toujours été résilient parce que son mandat, il a toujours été chaotique. On n'a jamais de visibilité. On répond à des appels d'offres. Il faut accélérer du jour au lendemain. Quand du jour au lendemain, là, on est mercredi. Si on a un appel d'offres qui tombe, il faut y répondre pour vendredi. Il n'est pas impossible dans les 2 semaines qu'on mette l'usine en 7/7. Donc on a une réactivité très forte pour redémarrer en 7/7 s'il y a besoin. Comme il faut ralentir quand on ne peut pas, du moins quand il n'y a pas de besoin. Et c'est le slide d'après, c'est qu'en fait, notre objectif, c'est de garantir une disponibilité permanente de nos produits, parce que c'est toujours des besoins urgents, mais qui sont capés par des fonds qui peuvent tomber du jour au lendemain. Nos produits, c'est des produits qui ont une durée de vie de 24 mois. Donc on pourrait se dire, gérez votre stock pour absorber ces à-coups. Sauf qu'en fait, on ne peut pas parce qu'on nous impose maximum 4 mois d'âge en stock. Donc on a une limite aussi dans ce stock. C'est que si les produits ont plus de 4 mois en stock, les clients ne les prennent pas. Donc en fait, le stock n'est pas une réponse à cette flexibilité, à ce besoin chaotique. On a mis l'accent sur toute la chaîne de valeur. Quand je parle de la chaîne de valeur, c'est nos fournisseurs qui ont de la disponibilité pour nous, donc tous les partenariats qu'on a créés avec eux. C'est nos prestataires, donc le stockage, le transport. On est capable de passer comme ça de 18 000 m² de stockage à 40 000, pour vous dire, quand je dis comme ça, en quelques semaines. C'est le transport, il faut être capable de transporter à tout moment, y compris les week-ends, gérer les flux. C'est bien évidemment l'usine. Les collaborateurs, en moins de 2 semaines, sont capables d'ouvrir les machines. On a tout un plan de compétences internes. On est capable de faire l'élastique en compétences pour pouvoir ouvrir des machines, alors que nos compétences internes ne font qu'évoluer. Donc l'intérim, c'est de plus en plus compliqué pour nous parce qu'en fait, il est moins prêt à l'emploi qu'il l'était avant. Il est moins prédisposé. On est capable, encore une fois, de mettre toute la chaîne en branle-bas de combat pour accélérer comme décélérer. Alors, pour autant, le monde est de plus en plus chaotique, comme je le disais. On est face à l'accumulation de crises permanentes, j'ai envie de dire. Et en fait, on a renforcé la résilience de notre supply chain par quelques exemples qu'on a à l'écran. Notamment, on a un enjeu qui est nos exigences clients sont de plus en plus importantes, notamment sur la qualité, les spécifications, etc. Pour autant, il faut baisser les coûts de nos appros qui eux-mêmes ont augmenté. Alors on est encore à 25% d'augmentation par rapport à 2020. Donc on n'est pas du tout revenu au prix d'avant. Une des réponses, c'est que finalement, on a internalisé nos contraintes. C'est-à-dire qu'en fait,
les matières premières qu'on doit aller chercher pour répondre aux besoins clients, ils sont de moins en moins disponibles sur le marché. Et ils sont de plus en plus chers. Et on s'écarte de ce qu'on appelle les commodités standards. C'est-à-dire que même quand on achète par exemple de l'arachide ou du soja sur le marché, les besoins clients, on ne les trouve plus sur le marché, puisqu'ils sont de plus en plus exigeants. Et ils sont de moins en moins dispo et de plus en plus chers. Ben, en fait, une des réponses, c'est qu'on a internalisé ça chez nous. C'est-à-dire qu'on transforme maintenant de la matière brute pour en faire une matière qui répond à notre besoin à moindre coût et disponible. Donc on met en route là actuellement une nouvelle usine à côté de notre usine à Maromme, d'extrusion. Et en fait, on transforme une matière, on va dire, basique de commodité, comme l'arachide ou le soja, en une matière plus on va dire, plus exigeante, qui répond à des spécifications qualité spécifiques, à moindre coût et disponible. Donc on internalise la contrainte chez nous. On a une évolution de nos produits permanente, c'est-à-dire qu'en fait, historiquement, comme beaucoup d'entreprises, on avait un budget, comme tout le monde, à réviser en cours d'année ou deux, et puis on avait des formules, on faisait des PRI, des prix de vente, des marges. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on raisonne sur le bon produit, la bonne formule au bon moment. On est dans un monde tellement chaotique en termes de disponibilité matière et de prix, qu'en fait, il faut toujours avoir dans l'usine la meilleure formule du moment. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus exigeant sur la R&D, la formulation, il faut les anticiper. Il faut une coordination beaucoup plus forte entre les achats, la formulation et le procédé, pour qu'on soit capable de mettre les meilleures matières du moment, en termes de prix, avec les formules qui correspondent, dans les tuyaux, dans le procédé. Ça, c'est un deuxième levier qu'on met en place pour pouvoir répondre à notre mandat dans un nouveau monde. On a une relation fournisseur-client, on a vu qu'il y a tendance à s'inverser. L'équilibre, en fait, quand on est tendu en termes de disponibilité, prix, etc., finalement, même avec des partenariats de long terme, on s'est aperçu que parfois le client pouvait choisir, parfois le fournisseur pouvait choisir ses clients. Donc on a un paradoxe, c'est que la relation parfois pouvait s'inverser. Donc la nécessité vraiment d'entretenir les partenariats. Et même des vieux partenariats comme on a chez nous depuis 10-15 ans, ça s'entretient. Pour toujours s'adapter à nos besoins et rester contributeur de notre mandat et justement participer ensemble, rester prioritaire. Un besoin de réactivité fort également au niveau de la supply chain. On a revu nos outils de pilotage. Alors comme tout le monde, on a un SNOP, un plan industriel et commercial. Vous l'avez bien compris, on peut avoir une baseline avec des prévisions. Notre mandat, de toute façon, il est chaotique. L'idée, c'est finalement, on est quand même dans de la gestion de la demande quasiment permanente, puisque les stocks ne peuvent pas répondre à cette gestion. Donc il faut qu'on soit réactif. Donc il faut qu'on ait de la disponibilité permanente. Un exemple d'outil de pilotage qu'on a changé, c'est qu'on a fait changer les méthodes, les pratiques de nos deux clients principaux, les Nations Unies. Et pour ceux qui travaillent avec les Nations Unies, je peux vous dire que pour changer leur méthode, il faut être courageux. On marchait avec des appels d'offres à 1 an, 2 ans. C'est absurde. Aujourd'hui, 1 an, 2 ans, dans notre monde, avec un prix qui peut changer du jour au lendemain, c'est complètement absurde. Donc on a co-construit ensemble un nouveau modèle pour avoir le juste prix, la juste qualité à tout moment. Et en fait, ce qu'on leur a proposé, c'est de travailler sur une indexation marché par rapport à nos prix, en toute transparence, pour avoir des fenêtres d'ouverture, pour revoir nos prix progressivement en fonction de l'évolution, à la baisse comme à la hausse. Vous voyez, c'est ce genre de modèle pour qu'on soit plus réactif. Aujourd'hui, c'est fini les exercices budgétaires où on fait un budget par an et on le revoit 2 fois par an. Moi, ce que j'essaye avec mon controlling et la finance, mais on avance plutôt pas mal sur le sujet, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on soit en révisé permanent. Quand je leur dis ça, bon, ça grogne un peu, mais en fait, tous les mois, on doit être capable de réviser. Puisqu'on revoit nos matières, on revoit nos formules, il faut qu'on s'adapte en permanence en fonction du contexte pour être sur un pilotage de notre SIG plus fin, plus réel, en temps réel, par rapport à ces contraintes qu'on a aujourd'hui de ce nouveau monde. Rapidement, tout ça c'est bien, mais pour autant il faut aussi regarder devant. Devant, c'est quoi? C'est prédire les futurs appros. Pas se contenter uniquement de notre sourcing actuel et les panels. Et en fait, on utilise notamment des outils digitaux prédictifs pour commencer à regarder quels seront les sourcings de demain. En gros, par exemple, est-ce qu'on va continuer à récolter de l'arachide en Argentine demain? J'y crois pas. Pourquoi? Parce que les changements climatiques font que tout ça, ça va évoluer.
Donc avec ces outils, on est en train de regarder où il faut qu'on commence à prévoir notre filière pour maintenir la disponibilité de nos commodités. Donc on est membre également des ODD, donc des objectifs du développement durable. On répond bien évidemment de par notre mandat à 10 des 17, notamment l'ODD numéro 2 qui est la fin zéro. On a beaucoup d'initiatives pour renforcer notre impact sociétal. Il faut savoir qu'on était la première entreprise à objet social étendu au monde. Et on a développé ça avec l'école des mines à l'époque, sous forme d'une chaire. En fait, c'est venu de notre président fondateur où il souhaitait être sûr que quiconque est à la gouvernance du groupe, on reste ce qu'on est avec nos valeurs. Et donc, on l'a matérialisé dans 10 points qu'on a appelé objet social étendu. Et tous les ans, en commission, avec une commission qui n'a rien à voir avec nous, en fait, qui n'a pas de parti pris ou autre, multiprofil, on présente notre rapport de ce qu'on a fait l'année d'avant. Et ils évaluent si on reste ce qu'on est avec nos valeurs. Donc ça a été les prémices des entreprises à mission, etc. Après, il y a eu d'autres choses qui ont évolué, mais on a été la première entreprise à objet social étendu, et ça, on l'a mis dans les statuts de l'entreprise. Donc, bien évidemment, notre mandat et notre impact sociétal, c'est également depuis la genèse de l'entreprise. Là, vous avez quelques réalisations. Notamment, on a développé des cartons cognitifs Eat and Play Box, c'est-à-dire quand on délivre nos produits sur le terrain, notamment en Afrique, les enfants peuvent récupérer des jouets qui sont perforés pour développer le cognitif. Donc finalement, d'un déchet, on en a fait quelque chose d'utile. On a parlé des achats responsables des filières agricoles, avec 70% de nos achats qui sont régionaux. Donc c'est des filières qu'on développe localement. On travaille également sur nos packaging pour les rendre plus responsables en réduisant l'impact carbone et le plastique. Et là, on a développé un packaging qui est également recyclable. Alors, comment on décarbone nos filières? On travaille justement avec nos filières en direct, notamment la filière du lait, la filière du sucre, pour les rendre à zéro impact carbone. Il faut savoir que nous, dans notre bilan carbone, le premier poste, c'est nos matières premières. Et c'est notamment le lait. Sauf que le lait, la poudre de lait, c'est la première matière qui amène la protéine dans nos produits. Donc on réfléchit à des produits sans lait, mais ce n'est pas gagné, tellement le lait est bénéfique. Donc en attendant, on travaille la filière du lait avec nos principaux fournisseurs pour la décarboner. Idem pour le sucre. Alors là, vous avez quelques exemples de valorisation des filières agricoles locales qu'on a développées donc localement en Guinée, au Soudan, au Burkina, pour pouvoir, encore une fois, sourcer localement tout ce qu'on peut. Alors bien évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais tout ce qui est possible, on essaye de le sourcer localement pour décarboner les filières et le transport. On travaille sur ce qu'on appelle donc l'économie régénérative, en faisant évoluer notre business model, donc, notamment donc, avec la filière sucre, mais on travaille également avec notre partenaire Isigny Sainte-Mère. Isigny Sainte-Mère, c'est un partenaire qui produit nos laits thérapeutiques. Et en fait, on est en train de travailler pour valoriser leurs coproduits. En fait, on est en train de travailler notamment sur des coproduits de poudre de lait ou de mimolette qui pourraient remplacer notre lactosérum dans nos produits. Donc finalement, pour le dire un peu directement, un déchet pour eux pourrait devenir une matière noble pour nous. Voilà comment on travaille avec notre partenaire. On travaille bien évidemment sur nos flux. Alors, le flux, c'est le deuxième poste, mais ce n'est pas énorme chez nous en termes d'impact carbone. Mais on y travaille, c'est-à-dire que déjà, on a mutualisé tous nos flux routiers. Toutes les 2 heures de l'usine de Malonnet, il y a un camion qui part et qui revient avec des matières premières du Havre. Donc, on n'a pas de transport à vide, on mutualise. On a démarré là ce flux routier en biocarburant avec un nouveau partenaire. Et j'ai l'ambition d'être le premier à transporter à l'hydrogène cette année sur ce flux en Normandie. On travaille également les flux en aval avec un partenaire qui s'appelle TOT. On a des premiers flux maritimes en cargo voilier, notamment. Donc voilà un petit peu les différentes optimisations sur nos flux qu'on travaille, sachant que c'est le deuxième poste de notre bilan carbone, mais qui représente moins de 5%. Ensuite, il y a l'usine. L'usine, elle est peu carbonée finalement de par notre procédé, mais on a vocation qu'elle soit zéro carbone également, liée notamment à l'énergie. Un dernier mot, je voulais vous parler un petit peu du digital également. Donc on a mené notre transformation digitale depuis maintenant 5 ou 6 ans.
On a travaillé autour de deux questions. Enfin, tout d'abord, déjà, quelle valeur ajoutée ça pouvait nous amener de transformer, d'implémenter des outils digitaux, notamment sur ce qu'on fait déjà et ce que le digital pouvait nous apporter en plus de ce qu'on fait. Donc on a implémenté, j'ai pas compté, mais peut-être une vingtaine de solutions aujourd'hui dans l'ensemble de la chaîne de valeur, en priorisant notamment toute la partie usine, donc tout ce qui est production, contrôle qualité, maintenance, flux, supply chain, excellence opérationnelle. Toutes ces activités, tous ces processus, on a mis en place des solutions digitales pour amener de la valeur ajoutée. On a également mis en place des solutions sur le packaging, notamment les cartons, avec des QR codes qui permettent de donner accès à de l'information pour les clients. Pour nous, le digital, la transformation digitale, c'est un vrai levier également pour mener à bien notre mandat. Et dans un nouveau monde, c'est plein de solutions qui nous permettent justement de relever ce challenge. À l'exemple de ce que je disais tout à l'heure sur les filières de demain, où on va récolter demain. Ben, c'est bien grâce au prédictif, à de la donnée partagée, qu'on commence à identifier où on va récolter. C'est un exemple d'application digitale qui nous permet de relever ce genre de challenge. Voilà, j'ai fait le tour. Merci. Est-ce que éventuellement vous avez des questions? Bonjour. Dans cette conduite du changement permanente, comment faites-vous pour arriver à toujours impliquer vos équipes? Merci. Alors c'est un vrai challenge parce qu'en fait, il faut déjà se dire que ça ne sert à rien de lutter contre. Encore une fois, c'est le nouveau monde, donc il faut vivre avec et s'adapter. Donc ça, tout le monde n'est pas encore prédisposé à faire le deuil de ce qui se passait avant. Et en fait, c'est dans toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va du management. Le management, aujourd'hui, il est quand même, que ce soit le management de département, de direction de service, jusqu'à la proximité, et il est le premier exposé à tout ça. Premier en ligne, notamment, il est de plus en plus sollicité sur vraiment le management. On a dans l'industrie souvent beaucoup d'experts métiers qui sont devenus managers pour assurer la bonne réalisation de son métier, de ses activités. Aujourd'hui, la sollicitation qu'il a dans cette conduite du changement, elle est beaucoup plus forte sur les aspects RH en fait. La gestion des effectifs, développement, l'inquiétude, des sujets qui peuvent être anxiogènes. Et en fait, il faut les accompagner là-dessus. Pour ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de switcher sur vraiment le management, l'accompagnement des équipes. Et dans nos plans de formation, on a de plus en plus de formations sur ce qu'on pourrait appeler les soft skills pour les accompagner là-dessus, plus que des formations finalement métiers. L'idée, c'est d'en faire des leaders. Management leader. Leader pour développer l'ensemble. Donc ça, c'est un des points. Et après, il y a tous les opérateurs. Les opérateurs dans l'usine, etc. Et je pense qu'un des leviers, c'est la communication. Je pense que dans la communication, dans l'entreprise, c'est un vrai challenge globalement. Et c'est encore plus aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, on est encore plus sollicité pour communiquer plus régulièrement, s'aligner sur les éléments de langage, qu'est-ce qu'on veut communiquer. Et j'ai envie de dire, il faut partager. Je pense qu'il faut être plus transparent qu'on ne l'a été avant. Chez Nutriset, on avait tendance à garder les problèmes pour nous, à la direction, parce qu'on voulait préserver les collaborateurs. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Enfin, je pense qu'il faut aussi partager les challenges, pour ne pas dire les difficultés, les craintes, pour que ce soit compris. Et il faut aussi partager, si on ne sait pas, l'inconnu, les scénarios, les scénarii, pour que finalement être plus transparent, pour que ce soit mieux compris. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas forcément exhaustif, mais pour accompagner tout ça, je pense qu'il y a toute la strate managériale qu'il faut accompagner dans le management, le leadership, etc. Et après, les opérateurs, le terrain. Et là, je pense qu'un des leviers, c'est la communication. Communication régulière, transparence, etc. Autre question si vous... Non? Merci.